Sud Radio, midi 13h, prenez la parole, Philippe David. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on évoque aujourd'hui l'influence française dans le monde. Vous savez, généralement le jeudi, dans Prenez la parole, on parle international. Et je crois, avant de commencer, Fidélique, que vous avez un petit message pour l'un de nos invités. Ah oui, un petit message pour l'un de nos invités, parce qu'on a François Asselineau aujourd'hui, dont c'est l'anniversaire. C'est exact. Joyeux anniversaire, monsieur On vous Asselineau. souhaite donc un très bon anniversaire, François Asselineau. Monsieur Asselineau, bon anniversaire. Mais Nous sommes également avec Bernard Debré, bonjour. bonjour, moi c'est dans moins de 15 jours, également. Monsieur Debré, je vous le souhaite un 30 bon anniversaire. septembre. Voilà, je vous souhaite- Donc chacun se souhaite un On a bon prévu de vous anniversaire. réinviter à l'occasion, monsieur On Debré. vous invitera pour le 30 septembre, Bernard Debré. Eh ben, moi aussi pour le lui souhaiter. Ben voilà, alors. évidemment. Oh ben pas de soucis, ça, Rendez-vous est pris. Cocorico diront certains, hipipipoura diront d'autres, aïe 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 diront encore certains autres. La France sera le centre du monde à l'été 2024, date à laquelle se dérouleront les Jeux Olympiques d'été à Paris. Vous êtes au courant depuis hier au soir. Il aura fallu attendre un siècle pour voir revenir dans l'Hexagone les Jeux Olympiques d'été, alors qu'il n'avait fallu qu'un quart de siècle la fois précédente, puisque Paris avait déjà organisé les JO en 1900. Cette victoire, un siècle après, prouve peut-être que la France a perdu de son influence dans le monde, qu'elle n'est plus la même que celle qu'elle était il y a un siècle. Vous savez, à l'époque, on disait de l'Empire. Alors aujourd'hui, sur Sud Radio, dans Prenez la parole, on va se poser la question de savoir qu'est devenue l'influence française dans le monde. Influence politique, influence économique, influence militaire, influence culturelle et influence linguistique. Je représente nos deux invités, François Asselineau, qui prend un an aujourd'hui, président de l'Union populaire républicaine et candidat à la présidentielle, et Bernard Debré, qu'on ne présente plus, ancien ministre de la coopération, et également professeur de médecine à Paris et à Shanghai, qui fêtera son anniversaire, lui, le 30 septembre. Vous voyez, je dis tout, J'ai quand même mon cher été Bernard. aussi beaucoup député pendant Député, 6 etc. mandats. Oui, hein. mais mon cher C'est vrai Bernard qu'on le Debré, passe à l'as si- parce mais que... si on fait tout, Non, tout votre non. CV, je Mais pense ça- qu'on atteindra la première pause. On va commencer avec vous, Bernard Debré. Votre réaction, alors on va commencer court sur la victoire de Paris pour les JO, vu qu'il avait été pendant longtemps député de Paris. Ah ben je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, il y a toujours des gens qui vont dire ça va coûter cher, etc., etc. Bon, c'est fait, il faut s'en réjouir, il faut faire en sorte qu'on ne dépense pas non plus des milliards et des milliards supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Il faut que ça se passe bien, 2024, et ça ne peut être que bon pour la France. Il faut faire en sorte aussi que les équipements puissent être utilisés après, ça c'est moins sûr. François Asselineau, Bon, je suis quelle assez- était votre réaction? Mais en fait, c'est pas vraiment une information. Ça fait des Oui, il semaines n'y a plus et des qu'un mois. candidat, donc Ça c'était faisait pas des trop mois compliqué. qu'on savait que Paris et Los Angeles s'étaient partagé le gâteau, et donc ça a été Paris qui allait l'avoir. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas cette espèce de surprise comme il pouvait y avoir jadis, ou du moins Quand il y a Londres encore avait battu Paris, Voilà, il y a une vingtaine d'années où là c'était vraiment une surprise. On ouvrait les enveloppes. Je pense que ça témoigne au passage d'une dégradation de l'esprit olympique et de l'invasion de plus en plus importante maintenant des questions financières dans le sport en général, dans l'olympisme en particulier. Alors bon, moi je vais vous dire, moi aussi je vais pas jouer les rabat-joie. C'est vrai que ça fait plaisir que les Jeux Olympiques soient à Paris. Je pense qu'il va y avoir d'ailleurs énormément de travaux. Ça va compliquer la vie des Parisiens. On parle d'1 milliard d'euros minimum de dépenses. Je suis pas sûr que ça sera très rentable. Ce que je pense en tout cas, c'est que, si vous voulez, en décembre 2024, ça sera derrière nous. Le fait qu'il y ait eu les Jeux Olympiques, par exemple, au Brésil, n'a pas changé spécialement l'influence du Brésil sur la scène diplomatique mondiale. Un petit peu. On en a parlé, mais bon. Non, voilà. Bernard mais Debré, En- justement, en- Bernard Debré, est-ce que ça peut changer quelque chose, ou est-ce que c'est la preuve qu'il y a une évolution de cette influence française dans le monde, cette nomination qu'on savait Non, effectivement, monsieur non, Asselineau, attendez, depuis quelque temps? Ne mélangez pas tout. On l'a dit tout à l'heure, M. Asselineau l'a dit, je vais le répéter, il n'y avait finalement que plus que 2 candidats. N'oubliez pas que les autres candidats 2 se Olympiades. sont retirés. Les autres candidats seront retirés. Il serait très intéressant de savoir pourquoi ils se sont retirés. Parce qu'ils n'avaient pas de dossier assez complet. C'est pas parce ou alors qu'ils ont par considéré... référendum, Hambourg, Ou par ils ont fait un référendum, Ils ont référendum. fait un effectivement, référendum également. et les gens n'en ont pas voulu parce qu'on sait que ça va coûter cher, etc. Nous, on s'est pas retirés. Donc, il y avait 2 candidats qui se sont partagés le gâteau 2024, 2028. Bien. C'est une Soit- demi-victoire donc. Mais non, mais c'est une victoire
J'allais dire parce qu'il y avait personne d'autre en face de nous. À la pire, Soyons clairs. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'en réjouir. Nous sommes ravis qu'il y ait les Jeux Olympiques. Nous sommes ravis parce que les athlètes sont ravis. Nous sommes ravis parce qu'il va y avoir des travaux. Nous sommes ravis parce qu'on va parler de la France. Et j'espère qu'on en parlera en bien et que ça nous permettra de remonter un peu notre présence dans le monde qui est en train de s'effondrer. Alors justement, on va en parler de l'influence de la France. Est-ce que pour vous, François Asselineau, la France est encore influente dans le monde ? Elle pourrait l'être, elle pourrait le redevenir rapidement. Le logiciel France ne demande qu'à redémarrer. On l'avait vu... C'est un peu informatique comme métaphore. Oui, en 2003, on l'avait vu lorsque Dominique de Villepin avait prononcé le discours que l'on sait à l'Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité. Je vous rappelle, c'était pour s'opposer à la guerre en Irak. À la guerre en Irak, avec Jacques Chirac. À ce moment-là, dans les jours qui avaient suivi, il y avait eu des files d'attente à travers toute la planète entière, de New Delhi à Buenos Aires, de Mexico à Pékin, de Sydney au Caire et de Moscou à Johannesburg, des gens qui allaient devant les alliances françaises pour apprendre le français, c'est-à-dire que le monde entier retrouvait ce qu'ils attendent de la France, c'est-à-dire le pays qui doit se faire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Maintenant, on en est très loin. Nous avons à la tête de l'État un Olybrius qui a été plus nommé qu'élu. Il a été promu par les grands médias du pays. Il est en train, d'ailleurs, la façon dont il insulte les Français quotidiennement, notamment depuis l'étranger. Je parle de M. Macron. Ce qu'il a dit sur les Français en Bulgarie, à Athènes, etc., les traitant de fainéants, etc. Ceci montre que M. Macron, en fait, considère que les Français ne sont pas ses patrons. Ils considèrent que les patrons, c'est l'oligarchie euro-atlantiste qui tire les ficelles via la construction européenne. Et donc, si vous voulez, vous savez, dans le monde entier, il y a un réflexe, je crois, un dicton qui dit il vaut mieux s'adresser à un maître qu'à ses domestiques. Ou à Dieu qu'à ses saints. Voilà, la France est devenue, aux yeux du monde, aux yeux de la Russie, de la Chine, du monde arabo-musulman, de l'Amérique latine, est devenue un pays satellite de Washington qui a le doigt sur la couture du pantalon. Regardez, on n'a pas d'argent, paraît-il. Monsieur Macron retire 5 euros d'APL pour les étudiants et au même moment, la France va prêter 450 millions d'euros à l'Irak, à la demande de Washington. Monsieur Asselineau, pardonnez-moi de vous dire que nous ne sommes plus dans les élections présidentielles. Monsieur Macron a été élu. Il a été élu, il n'a pas été nommé, il a été élu, voilà. C'est la démocratie, je n'ai pas voté pour lui, sauf au second tour. Mais c'est terminé. On parle de l'influence de la France. C'est pas M. Macron qui a détruit l'influence de la France. C'est un long continuum. C'est un long continuum, je vais vous faire remarquer, je vais prendre un seul exemple. J'ai créé, vers les années 1996, un congrès de chirurgie à Phnom Penh au Cambodge. Congrès français, francophone. Je faisais venir des médecins, des étudiants. Les étudiants, à cette époque, parlaient français. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Le congrès est resté. Il est devenu américain. Les étudiants ont parlé anglais. Et les professeurs français n'étaient plus invités. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, vous le savez très bien, la Chine, depuis 8-10 ans. Elle est envahie, entre guillemets, par l'Empire chinois. Et c'est bien l'Empire chinois. Et nous ne faisons rien. Alors, c'est pas les Américains qui vont nous aider à faire ça. Ça, c'est sûr. Certainement. Et évidemment, il faudrait qu'on ait une politique de commerce extérieur qui n'existe pas. On devrait avoir une politique d'enseignement qui n'existe plus. On devrait avoir une politique beaucoup plus forte pour la présence de la France. Non pas pour la présence, mais parce que la présence de la France entraîne, à l'évidence, un commerce extérieur. Écoutez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas à la fois dire qu'on va renforcer l'influence française et dire au même moment que la France est tellement minable qu'elle doit fusionner avec la Lettonie, l'Estonie et la Slovaquie pour former les États-Unis d'Europe. Moi, je me rappelle, j'étais avec Jacques Chirac, justement en Chine. En 1996, on avait été reçus... C'était à la même époque. Voilà, par le président Chiang Zemin. Et le président Chiang Zemin reçoit Jacques Chirac et dit « Je suis heureux de recevoir un héritier de Gaulle Charles de Gaulle qui a reconnu en 1964 la République populaire de Chine. » Bon, très bien. Et le président chinois fait une avance à Jacques Chirac en lui disant « Écoutez, voilà, j'espère qu'on va rebâtir un partenariat stratégique entre la France et la Chine. » Que répond Jacques Chirac à l'époque ? Et c'était Chirac.
Il répond oui, mais vous savez, nous sommes en train de bâtir l'Europe, donc maintenant la France a une politique étrangère commune avec ses autres partenaires, etc. Nous allons bientôt avoir l'euro. C'est-à-dire que le président chinois s'est dit, je l'ai vu de mes yeux vus, s'est dit la France n'est plus la France. Voilà. Eh bien, tant que la France sera assujettie à cette construction anglo-saxonne, qui est la construction européenne, tant qu'elle sera assujettie à des institutions qui parlent l'anglais, qui parlent l'américain, tant qu'elle sera assujettie à cette espèce de pensée fondamentale qui consiste à l'autodénigrement, on sera dans cette situation. Elle n'est pas assujettie, elle veut bien. Moi, je suis désolé, quand vous allez en Afrique, je vais en Afrique pour opérer, je vais en Chine, je suis professeur en Chine, tout ne tient qu'à nous. Nous avons supprimé les professeurs, nous avons supprimé les écoles dans les pays étrangers, mais on ne nous le demande pas. L'Europe ne nous le demande pas. Nous le faisons parce que nous n'avons pas l'argent, parce qu'on n'a pas de vision extérieure de l'action de la France. Et comme vous l'avez dit justement, les Chinois le demandent. Bien sûr, vous avez dit justement les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Africains. Quand je vais en Afrique, ils nous disent « Mais où est-ce que vous êtes partis ?» C'est la Chine qui vous a remplacé. L'Europe n'est pas là non plus, hein. Mais pourquoi personne n'est là, parce que nous ne voulons pas. Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Je vous fais réagir ce qu'il disait Bernard Debré. Vous dites l'Europe, très bien, mais est-ce que finalement, c'est pas Henry Kissinger qui avait raison, qui disait l'Europe, quel numéro de téléphone? Oui. Donc la France répond plus, mais l'Europe répond pas non plus. Mais bien sûr, ça c'est le stratagème des chaînes que j'explique dans mes conférences, c'est-à-dire l'ensemble des pays d'Europe, lancés dans une utopie mortifère, sont en train de disparaître de la scène du monde. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que si on ferme en effet des alliances françaises, si on ferme des écoles, c'est quand même à cause des restrictions budgétaires tous azimuts qui frappent tout le monde, sauf le budget de l'Élysée, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques jours que Madame Trogneux veut changer la vaisselle. Donc on va augmenter le budget de l'Élysée au même moment qu'on taille dans tous les niveaux. Oui, c'est pas le même niveau, mais mais moi, écoutez, je ne vais pas défendre qui que ce soit. Oui, non, mais attendez, on ne peut pas diminuer tous les budgets de l'État et augmenter le budget de l'Élysée, ça n'est pas possible. Et il y a quand même, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Les Français sont, vous savez que la France, moi je vois bien, je vais sur le terrain, les Français, ça bouillonne en ce moment, hein, avec ce qui se passe. Je reviens sur ce que je disais. Nous avons par ailleurs une idéologie qui consiste à dire la France doit imiter en tout les États-Unis d'Amérique. On a eu un exemple très précis. Là, cet été, il y a eu les Jeux de la francophonie qui se sont tenus en Côte d'Ivoire. Oui. Personne n'en a parlé en France. Non, aucune télévision. Et M. Macron, j'y reviens, a refusé d'y aller. Il avait été invité par Ouattara. Au même moment, les Britanniques sont en train de préparer les Jeux du Commonwealth qui vont se tenir à Sydney, puisqu'on parlait des Jeux Olympiques, c'est un peu l'équivalent, au début de l'année prochaine. Allez voir ce qui se passe à la BBC. Il y a la reine d'Angleterre, il y a une espèce de trophée, un relais, comme il y a la flamme olympique, qui passe dans tous les pays du Commonwealth. Et tous les jours à la BBC, vous montrez un pays sous l'influence britannique. Il faut regarder, nous, en France, je dis pas en Europe, peut-être sous l'influence d'autres personnes, mais rien ne nous empêche d'avoir notre personnalité. Nous avons honte. Nous avons honte de l'Afrique parce que nous avons été des colonisateurs il y a combien de temps ? Nous avons honte de tout parce on réécrit l'histoire, alors qu'ils nous demandent d'être là. Les Vietnamiens nous demandent d'être là en disant c'est les Américains qui sont là. Pourquoi vous n'êtes pas là ? Mais alors, justement, on va devoir faire une pause, mais je vais vous dire une chose à tous les deux, c'était Alex Taylor, qu'on connaît bien, qui est le journaliste anglais qui vit en France, qui avait dit, quand j'étais journaliste sur France 2, on cherchait des programmes pour enseigner le français, France 2 n'en avait pas, c'est la BBC qui nous les fournissait. Inutile de dire que c'est quand même amusant de voir que ce soit la télé publique britannique. Regardez, TV5 Monde, c'est une stupidité. TV5 Monde, quand vous êtes à l'étranger et que vous regardez, parce que je suis à Pékin ou à Shanghai, dans d'autres villes, souvent j'ouvre ma télévision, que ce que je vois, des jeux à la... J'allais dire un gros mot stupide. On verra s'il y a une influence particulière de TV5 Monde et si ça joue sur l'influence française dans le monde. Juste après la pause, on sera avec Alexandre Delval, géopolitologue, prof à l'UPAG et auteur des Vrais ennemis de l'Occident. Et on reste bien sûr avec François Asselineau et Bernard Debré sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, prenez la parole, Philippe David. Et on évoque dans Prenez la parole pendant encore une bonne demi-heure l'influence française dans le monde. Nous sommes toujours avec François Asselineau et Bernard Debré. On accueille également un géopolitologue à notre table, Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre Delval. Alors, on va reprendre le débat. On a eu un peu de mal à vous avoir sur le portable.
Pour vous, où en est l'influence française dans le monde aujourd'hui, là, en ce 14 septembre 2017 ? Eh bien, il suffit comme j'ai entendu d'ailleurs certains interlocuteurs disaient, il suffit de voyager, prendre le train, pas forcément que l'avion, mais bien sûr l'avion aussi, aller très loin ou même ailleurs en Europe pour se rendre compte, c'est assez stupéfiant, malgré le déclin, malgré le manque de moyens mis à disposition par l'État français pour promouvoir la francophonie et le rayonnement, malgré tout cela, je dirais que malgré la France, eh bien, l'influence de la France reste extraordinairement impressionnante. Quand vous allez en Russie, en Italie, quand vous allez en Asie, quand vous allez même aux États-Unis, malgré ce que l'on dit sur leur ignorance de l'Europe, eh bien, vous êtes étonné de voir que pas seulement les élites, mais bien sûr beaucoup d'élites sont très fiers de montrer que la langue française est la langue de l'intelligence, de la culture, de l'art, et c'est assez impressionnant. On pourrait parler aussi du Liban, pas uniquement des anciennes possessions et colonies françaises. Donc le Liban a été un protectorat. Absolument. Non, pas un protectorat, c'est un mandat. Mais bon, un mandat, exactement. Pardon, le protectorat, c'est le Maroc. Le protectorat de Tunisie et du Maroc, mais il y avait aussi effectivement le mandat libanais, qui est un tout petit pays, mais un énorme vecteur d'influence francophone dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Vous savez qu'il y a des Libanais partout, y compris en Amérique latine. Hein. Donc tous ces vecteurs, anciennes colonies, territoires d'outre-mer, DOM, collectivités territoriales et autres, et tout simplement les élites. Regardez, même en Turquie, malgré les problèmes avec ce pays, moi je suis stupéfait de voir Alexandre Delval, la prégnance de la francophonie à Galatasaray, en Russie aussi, les élites parlent français. Alexandre Delval, Bernard Debré, il lève le doigt, il veut absolument réagir à ce que vous dites. Il y a une aspiration de France, il y a un amour de la France. Quand on va en Chine, et Dieu sait si j'y vais souvent, il y a l'idée qu'on se faisait, l'idée que la France était vectrice d'un certain nombre de valeurs. Et il y a, au niveau des Chinois, quels qu'ils soient, enfin, il faut quand même connaître un petit peu l'histoire, il y a une tristesse. La tristesse, c'est justement de voir disparaître cette francophonie. Quand vous parlez de la francophonie, moi j'avais un hôpital au Pakistan. L'ambassadeur et l'ancien ministre des Affaires étrangères du Pakistan étaient un francophone absolu. Il n'y en a plus maintenant. Que voulez-vous ? Il est toujours en vie, mais il nous dit, voilà, vous n'êtes plus là, alors qu'on vous aime et qu'on voudrait vous avoir. Et puis, il y a le commerce extérieur, bon Dieu. Vous êtes en train de nous dire que tout est bien. Mais le commerce extérieur, rien qu'en juillet dernier, on a 6 milliards de déficit. 1 milliard de plus que le mois précédent. Sur l'année, on a 62 milliards de déficit. L'Allemagne, 100 milliards de bénéfices. Alors moi je vais, si vous me le permettez, vous savez que tout est permis sur ce radio. Oui, j'aimerais citer. Il y a un proverbe chinois que vous savez que j'aime bien la Chine. Mais vous nous le faites en français, s'il vous plaît. Oui, qui dit plutôt que de maudire l'obscurité, mieux vaut allumer une chandelle. Parce que bien sûr, moi je crois que Monsieur Delval a raison. D'ailleurs, on est tous d'accord. Il reste encore des beaux restes de l'influence française. Mais Monsieur Debré sera d'accord avec moi sur le fait que ça descend rapidement. Ça descend depuis le départ de Gaulle. Et ça s'est accéléré, ça s'accélère chaque année, et en plus, ça s'est accéléré depuis 1992. C'est-à-dire que moi, j'allume la lumière dans l'obscurité, je ne maudis pas l'obscurité, je dis que tant que la France sera dans cette idéologie de construction européenne, qui consiste à dire, la France a été une grande puissance. Vous savez, c'est comme dans Tintin et le Lotus Bleu, pour connaître la voie, il faut d'abord te faire couper la tête. Oui. Donc vous avez été une grande puissance. Vous avez été une grande puissance. Bientôt, vous ne serez plus rien et vous devez dardard fusionner avec la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie. Ouais, c'est-à-dire avec des pays... C'est pas ce que je dis. Non, mais c'est l'idéologie européenne. Or, je suis désolé, mais regardez, par exemple, la place du français dans les institutions européennes depuis 1960. Maintenant, disparu. Tout est en américain. Parce que c'est très important d'avoir une langue unique. C'est beaucoup plus important que d'avoir une Europe, une monnaie unique. Quant à la dégradation du commerce extérieur, qui est vrai, ça c'est directement la cause de la monnaie européenne. C'est-à-dire que nous avons une monnaie qui est trop chère pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Et ce n'est pas... Non, je termine quand même, permettez-moi. Oui. Non. Mais... les produits français, comme d'ailleurs les produits produits dans les pays du sud de l'Europe, n'ont pas la même compétitivité externe que les produits allemands. Il y a 100 milliards de bénéfices pour l'Allemagne qui a bien l'euro.
Oui, mais ils n'ont Ah pas, bon ils n'ont pas les mêmes produits. Ils Excusez-moi. n'ont pas la même compétitivité. Et Messieurs, vous- s'il vous plaît, on va juste reprendre. Philippe David. pour revenir, il y a un point, je voudrais vous poser une question, parce que tous les trois, vous m'avez titillé les papilles, là, c'est pas parce qu'il est... Il y a une lettre qui m'avait fait beaucoup rire. Alexandre Delval, je vais vous faire réagir tous les trois. On parle de l'influence qu'il y a de la langue française. Quand vous voyez un ministre français, Michel Sapin, qui correspond avec un commissaire européen, ex-ministre français, Pierre Moscovici, qui s'écrivent en anglais, dire Michel, dire Pierre, pour vous, est-ce que ça se relève plutôt de la soumission pour faire du Welbeck De la psychiatrie. ou de la psychiatrie, Oui, alors- pour citer le professeur Bernard Alexandre Delval. Delval. Je suis assez d'accord avec l'allusion à la psychiatrie parce que c'est une forme de c'est une forme de snobisme que de faire celui qui parle anglais, même entre Français. D'ailleurs, dans les écoles de commerce, dans les milieux, comme on dit, du business, parfois il n'y a que des Français, mais la moitié de la discussion est en franglais. Je crois que ça fait partie aussi de ce phénomène. C'est une forme de snobisme d'une certaine élite mondialisée, déconnectée de l'identité. Mais il n'empêche que moi, je regrette, je voudrais mettre un petit peu d'optimisme. Je suis toujours stupéfait de l'influence de la France au niveau intellectuel. Et même si l'Allemagne vend plus que nous, exporte plus que nous, elle n'a pas l'influence intellectuelle de la France quand vous allez rencontrer les élites, et même pas uniquement les élites de nombreux pays. Le magistère moral, la magistrature morale de la France, l'influence intellectuelle, psychologique, littéraire est absolument stupéfiante. Les auteurs les plus lus en Russie sont des auteurs français, comme Dumas. Et ça l'Allemagne n'a pas l'équivalent. Ouais, Donc, malgré tout, malgré ce pessimisme ambiant, il y a un déclin, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a quand même de beaux restes, et la France reste l'influence intellectuelle politique. Les idées politiques, par exemple, celui qui étudie les idées politiques en Italie ou même en Amérique, il étudie énormément d'auteurs français. Il étudiera assez peu d'auteurs allemands, plus en philosophie, mais en histoire des idées politiques, par exemple. Et ça, je pense qu'on l'oublie un peu trop. Non mais vous avez raison Bernard sur Debré. Dire Bernard Debré l'aspiration. pour faire... L'aspiration des peuples, quand ils ont connu l'influence française, ils ont été émerveillés. Quand vous allez dans différents pays en Afrique où ils sont francophones pour certains d'entre eux, ils La sont moitié de l'Afrique. francophones, pas tout à oui. Absolument. Ils sont 40% de francophones l'Afrique. et ils vous disent mais qu'est-ce que vous 160 millions faites? de personnes. Oui, oui, donc 160 millions de personnes sont francophones. Alors le Nigeria a déjà 140 millions et ils sont anglophones. Donc Oui, et on bien a Mais le français est la première langue enseignée au Nigeria depuis une dizaine Oui, mais d'années, la obligatoire première dès langue l'école primaire. étrangère. Oui. Bon, alors ce que je veux dire simplement, c'est que ces gens qui ont une aspiration à la France, aux valeurs de la France, eh bien, on ne répond pas à leur aspiration. Absolument d'accord avec vous. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est bien sûr que nous avons devant nous un terreau merveilleux, formidable. Nous avons des gens qui nous demandent, qui nous aiment, qui nous disent venez. Mais il faut y répondre. Et on n'est pas là. François Asselineau, Ben, écoutez, je ne dis pas dire François Asselineau, je vais pas faire du Michel Sapin. Ça relève de la psychiatrie ou du snobisme? Vous êtes plutôt delvalien ou plutôt debréiste? Je pense que ça relève de la loi, puisque je vous rappelle quand même que la loi Fioraso, sous le gouvernement précédent, nous avons d'ailleurs été le seul mouvement politique à lancer une pétition contre la loi Fioraso. Il a été décidé que désormais, dans l'enseignement supérieur français, on pourrait parler en anglais. C'est quand même pas moi qui ai inventé également que maintenant on peut déposer des brevets en anglais en France, qu'on Ça, est c'est le revenu. protocole de Londres. Non mais oui, mais tout ça, ce sont chaque année. Vous avez par tranche de saucisson la tactique du salami. vous avez des pans entiers de ce qu'était la France. Par exemple, l'édit de Villers-Cotterêts de 1535, je crois, sous François Ier, qui imposait la langue française dans tous les actes. Et a été l'article 2 battu de la en brèche. Constitution qui stipule que le français est la langue de la a été République. battu en brèche. Et je dis que ceci, je sais que je parle, j'ai l'impression que moi j'allume la bougie, je vois que les interlocuteurs ne saisissent pas la bougie que j'allume. Je dis que tant que nous serons dans la construction européenne qui postule la fin de la France, la construction des États-Unis d'Europe, la destruction d'ailleurs de la France programmée avec des grands États, des grandes régions, nous serons dans cette situation. Alors, il nous faut juste- récupérer Juste, messieurs, tout simplement. avant ça, je la voudrais souveraineté. pas jeter de Si l'huile vous sur voulez. le feu, juste Bernard Debré, mais on a quand même, on s'est longtemps plaint du niveau d'anglais, par exemple, de nos présidents de la République, pour parler du plus haut sommet de l'État, et on a désormais un président qui s'exprime régulièrement dans ses exercices de communication en français, puis en anglais. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, ça, Bernard Debré? Bah, il faut d'abord qu'il s'exprime en français. C'est le président C'est de ce la qu'il a fait, par République. exemple, pour la Bon. vidéo de remerciement au CIO qui est sortie hier soir.
Oui, qu'il fasse de la com, etc. Il sait faire que ça. Donc. Non, vous attendez, moi j'ai pas voté pour lui, j'étais pas. Alors bon, Ouais, mais je ne m'obligez pas à le défendre. Moi, c'est le président de la République, je le respecte. On s'est souvent plaint du niveau d'anglais de nos présidents, c'est important. Bon, très bien, c'est important de parler différentes langues. Dans quelques temps, il sera important de parler chinois. Mais pourquoi est-ce que c'est pas important de parler chinois? Il y a 1 milliard 400 000, 300 000 Chinois, il y en a pas. Lorsque De Gaulle était président de la République, quand il est allé en Allemagne, il a prononcé des mots en allemand. Quand il est allé au Mexique, il a prononcé des mots en espagnol. Ouais, c'est-à-dire Moscou en russe. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est quelque chose. Effectivement, c'est une courtoisie vis-à-vis des gens. Moi, qu'un président de la République dise 3 mots en anglais, en américain, s'il est aux États-Unis ou en Angleterre, je trouve ça bien. C'est une courtoisie à l'égard de ses autres. En revanche, je trouve que, par exemple, lorsqu'il va au Japon, il pourrait dire 3 mots en japonais ou en chinois. Et plus grave, ce qui est terrible, c'est que nos dirigeants, nos classes dirigeantes, sont totalement américano-centrés dans leur tête. Ils ne connaissent pas les grandes civilisations étrangères. Je suis désolé, lorsque M. Macron va dire « je fais une fixation », mais il croit que la Guyane est une île, ou lorsqu'il fait sa sortie sur les Comoriens, c'est une honte. Par exemple, lorsque depuis la Bulgarie, il se permet de critiquer la Pologne, il faut vraiment qu'il ne connaisse rien de rien à ce qu'est l'Europe de l'Est. On va faire réagir Alexandre Delval. On revient sur la politique pure, c'est pas ce qui m'intéresse. Alexandre Delval, le fait qu'un président français parle bien anglais, comme l'a dit Pierre-Maël Tissnet, ça vous paraît un plus ou pas un plus finalement? Non, moi franchement, ça ne me choque pas. Si la France est à la hauteur de cette demande de France, comme elle a été dit plus tôt, ça ne me choque pas en soi. Par contre, si la personne qui va s'exprimer par courtoisie, c'est tout à fait juste, ailleurs, dans une langue étrangère, n'est pas capable de lancer la francophonie, de la relancer, de l'appuyer, là, ce serait gênant. Mais en soi, le fait de parler en espagnol ou en anglais quand on va quelque part, c'est même, je dirais, c'est une fierté. Moi, je suis quand même plus fier de voir M. Macron parler dans un bon anglais. D'ailleurs, il parle un très très bon français, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Quand même, il n'y a pas photo. Donc ça, vous visez qui? Je ne donnerai pas un très bon français ou un très bon anglais, Alexandre Delval? Non, un très bon français. Un très bon français, c'est ce que vous avez dit. Monsieur Delval voulait dire que François Hollande parlait pas bien français et qu'il faisait des fautes de syntaxe absolument épouvantables. Donc, Monsieur Delval, merci pour eux. Comme vous avez deviné, je faisais pas allusion à un prénom qui commence par N, absolument pas. Voilà. D'accord. Mais non, il parle très très bien français. Il a remis en plus la longue histoire, cher à Brodel, au centre du débat. Lorsqu'il a reçu Poutine, on a eu quand même une fierté. Moi, j'étais à l'étranger quand il a reçu Poutine, j'ai vu en direct. J'étais fier d'être français, indépendamment du fait que moi, j'ai pas du tout voté pour Macron. Mais j'étais fier d'être français. Il y avait quand même une certaine hauteur de France qui était réhabilitée, malgré tout ce qu'on pense de ce monsieur Alexandre Delval, on va y revenir sur cette diplomatie, justement, macronienne, ce début de quinquennat qui a été très diplomatique. Philippe David va y revenir juste après la pause sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, prenez la parole. Philippe David. Et on est toujours avec Philippe David, avec François Asselineau, avec Bernard Debré. Nous parlons influence française dans le monde. Et Alexandre Delval qui est avec nous par téléphone. Excusez-moi, cher monsieur Delval. On a des appels au 0826 300 300 au standard de Sud Radio. On accueille tout de suite Marie de Mimizan. Bonjour. Bonjour Marie. Good morning, ladies and gentlemen. Excellent anglais de Marie. Oui. Welcome. Et donc, ne vous inquiétez pas, les jeunes, moi j'ai 70 ans, mais les jeunes, ils sauront parler anglais couramment, espagnol et allemand. De ce côté-là, je crois pas qu'il y ait... Et chinois. Parce que il faut leur faire confiance. Donc, pour le tourisme, c'est le grand potentiel de la France. C'est un énorme potentiel, elle l'a. Et donc, il y a 300 millions de nos Chinois qui vont être sur le marché du tourisme, si je peux dire, dans les 5 prochaines années. 300 millions en plus. Donc, il y en aura quand même pour la France. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Marie, je vous coupe, oui. Je vous redonne la parole. Pour les Chinois qui ont de l'argent, il n'y a pas plus glamour que de venir passer sa lune de miel à Paris et de se faire photographier sur le pont sous le pont Birakem devant la Tour Eiffel. Là, pour eux, c'est le must. Non, c'est le Trocadéro. Moi, je le sais, j'y étais à Paris, je les voyais défiler au Trocadéro. C'est là qu'ils se font photographier. Ah, mais aussi au pont de Birakem. Mais c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, simplement, un petit bémol que je soulignerai pour les JO, j'y reviens. On l'a pas joué fine du tout. La jouée fine, c'était
ne pas comme ça se propulser. On veut les JO, on les veut en 2024. On les a eus. Le CIO en a bien profité parce qu'il n'y avait pas de candidat. Ah ben c'est sûr. Los Angeles, ils ont été plus malins. Ils ont 1,8 milliard de plus du CIO. C'est vrai. On aurait pu les obtenir en étant un peu plus malins. Marie, on va écouter la réaction de nos invités. Merci beaucoup. On va faire réagir nos invités. Vous voulez réagir en premier, Bernard Debré? Bon, en premier, oui, puisque j'ai pris la parole. Je vous vois frétiller derrière le micro. Allez-y. Alors. Bon, moi je veux dire simplement. Mais ce que dit Marie, moi, il y a un point qui me titille et je vais vous poser la question, ainsi qu'à Alexandre Delval et François Asselineau. Est-ce que le fait que la France veuille être tant visitée, soit tant visitée, c'est pas, on parlait des beaux restes, parce qu'on a quand même encore de très beaux restes culturels. Non. Il y a deux choses différentes. C'est vrai que la France a une histoire, des monuments absolument incroyables. J'ai été maire d'Amboise et je sais ce que c'est que le château d'Amboise. J'étais responsable des châteaux d'Amboise au Conseil général. Eh ben, je peux vous dire qu'on a une histoire absolument faramineuse, des monuments faramineux. Mais c'est pas ça. Ça, c'est l'amour de la France, l'aspiration. Mais quand les Chinois reviennent chez eux, ils disent « On aimerait bien voir la France à Shanghai, à Pékin, à Ningbo, à Xi'an. On aimerait les voir. On aimerait que nos enfants puissent apprendre le français. On aimerait qu'il y ait des produits français. Ça, c'est plus difficile. Mais vous comprenez, il y a cet amour de la France, cette aspiration à la France, et nous ne répondons pas comme il faut à cette aspiration, aussi bien en Afrique. Mais n'oubliez pas que c'est pas uniquement des produits, c'est aussi géostratégique. La présence et l'amour de la France, c'est pas uniquement l'amour de la France avec les musiques. C'est aussi la géostratégie. François Asselineau, on fait réagir Alexandre Delval. C'est pas la preuve qu'on a de beaux restes, que les gens veulent tant visiter la France. On l'a déjà dit plusieurs fois, effectivement. Ce qu'il faudrait pas, c'est que la France soit, pour reprendre le livre qui maintenant est mis au pilon de Juppé, c'est-à-dire la tentation de Venise. C'est-à-dire que la France devienne soit en voie de muséification. C'est pas nouveau que la France est une très grande destination touristique. C'est la première destination touristique mondiale. J'ai été directeur de cabinet de ministre du Tourisme jadis. Maintenant, le problème, c'est que l'influence, ça se joue aussi en matière politique, en matière militaire. Comment voulez-vous que la France ait encore de l'influence lorsque vous avez un budget des armées qui ne cesse d'être démoli? 32 milliards. Nous avons les armées françaises n'ont plus de... Voilà. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec l'affaire Irma, l'ouragan. J'ai, je crois, été un des seuls à souligner que le bâtiment de transport léger du Mont d'Urville, qui était basé aux Antilles, qui était fait pour ça, a été envoyé à la casse en juin. Et le prochain, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera parce qu'il n'y a plus de budget, parce qu'on a coupé dans le budget. Donc il n'y a plus les hélicoptères de la gendarmerie nationale, ils sont en Guyane, il n'y en avait plus en Guadeloupe. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir, vous savez, c'est le coq gaulois qui a les pieds dans le fumier. Si nous n'avons plus d'armée, si nous n'avons plus de défense crédible, nous ne serons plus écoutés. C'est aussi simple que ça. Monsieur Asselineau, nous sommes en Europe la seule puissance militaire. Messieurs, s'il vous plaît, on doit avoir la réaction d'Alexandre Delval, s'il vous plaît. Lorsque De Gaulle était à l'Élysée, le budget des armées, c'était à peu près 5% du PIB. En 1980, c'était 3%, on est tombé à 1,6% et M. Macron continue à creuser. Donc il y a un moment à partir duquel nous ne serons plus crédibles en matière. On va faire réagir Alexandre Delval sur deux choses et après on fera réagir, parce que François Asselineau a réagi sur deux choses et Bernard Debré avait réagi sur une. Alexandre Delval, vous avez entendu Marie qui parle des 300 millions de Chinois qui arrivent, parce que la France a quand même de beaux restes. Et est-ce que pour vous, un pays peut encore avoir de l'influence sans puissance militaire ? Bien sûr que non. L'influence et la puissance, il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs composantes, et bien sûr, le militaire est fondamental. Il n'est pas unique, mais il est fondamental. Mais là aussi, malgré un manque de moyens et de volonté, eh bien, la France, quand même, rayonne, même de ce point de vue. Regardez l'opération Mali. Je parle pas d'une catastrophe, mais l'opération au Mali, elle a été plébiscitée par les États africains. Et là aussi, il y avait une demande de France, y compris militaire. Nous y avons répondu. Bon, je vous coupe, je vous redonne la parole. Les États africains ont tous accepté et même demandé cette présence française, cette intervention militaire française. On est présent dans tous les continents avec les différentes armées et avec peu de moyens, finalement, c'est déjà extraordinaire ce que l'on fait. Mais avec un peu plus de moyens, là on peut remercier Donald Trump, sans être bien sûr pour Donald Trump, mais Donald Trump ayant poussé les Européens et ses partenaires à investir un peu plus dans leur budget militaire pour remplir les conditions de l'OTAN, de minimum 2%,
eh bien, avec cette menace de laisser filer le volet européen de l'OTAN, du coup, il y a une tendance aujourd'hui au retour à essayer d'arriver à 2%. Donc, il va y avoir une remontée des budgets de défense dans les prochains mois et prochaines années. C'est pas extraordinaire, mais effectivement, il faudrait revenir à 3%, comme jadis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Alors, Bernard Debré. nous avons évidemment une armée qui s'est un peu effilochée, et même, j'ai beaucoup étudié ça, les militaires sont à l'os. Ah oui. C'est-à-dire que on transige sur les armes. Les FAMAS viennent d'être Ils sont allemands maintenant, c'est des Maintenant, ils sont HK416. Bon, C'est le fusil d'assaut. Hein. non, mais attendez, les FAMAS, c'est les fusils d'assaut. D'accord, mais moi, je trouve qu'effectivement, on aurait pu acheter des fusils français, encore faut-il les faire au niveau des autres. Et puis, je dis simplement que la France a la première armée européenne. Et quand la France est dans l'opération Barkhane, au Mali, avec les militaires, et Dieu sait si je connais bien les pays africains, parce que j'y vais opérer, j'ai été ministre de la coopération, je peux vous dire que les Africains sont heureux que nous soyons là. Ils sont heureux pour deux raisons. Première chose, c'est un échec fondamental, et je le dis directement, sur la construction et sur l'armée des Africains. Parce qu'effectivement, quand on va là-bas, il n'y a pas d'armée panafricaine, il y a peu d'armées ou il n'y a pas d'armée par pays, il y a une prévarication majeure, et ça pose des vrais problèmes. Deuxièmement, la France est là, mais la France est seule à être là. Parce que quand on dit l'Europe, ben elle n'est pas là, En sautant l'Europe. comme des cabris pour faire du général de Gaulle. Mais elle n'est pas là, l'Europe. Elle n'est pas là. Vous avez l'Angleterre qui est un petit peu là, qui est la deuxième armée, puis vous avez les autres qui n'existent pas. Ils n'existent pas, ils ne donnent même pas d'argent. Alors, oui, nous devons avoir une armée française, qui est une armée française, qui soit respectée, respectable et efficace. Voilà. Oui, mais tout ça, c'est très gentil. Mais finalement, je m'aperçois que si les gens honnêtement raisonnent, ils en arrivent à la même conclusion que celle que je propose. C'est-à-dire que pour renforcer l'influence de la France, il faut avoir une armée française, donc dire non aux armées européennes. Il faut avoir un commerce extérieur plus... Il n'y a jamais eu d'armée européenne. Non, mais c'est quand même le discours officiel. Il faut avoir un commerce extérieur florissant. Il faut donc avoir une monnaie qui soit à la hauteur de notre compétitivité. Non. On ne peut donc pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. L'Allemagne gagne et nous, on ne peut pas gagner comme elle. Mais oui, c'est comme si vous disiez... Vous savez, par exemple, il y a des enfants qui sont très bons en maths et d'autres qui sont mauvais. Et c'est comme si vous disiez, par exemple, vous avez un premier enfant qui est excellent en maths, il fait maths sup. Le deuxième qui, lui, est bon en matière littéraire, n'est pas bon en maths, vous dites, c'est pas normal. Pourquoi tu ne réussis pas? Puisque ton frère, il réussissait. Eh ben, le frère, il est sur le même tableau. Ça n'est pas pour rien que pendant 50 ans, le franc français n'a pas arrêté de se déprécier par rapport aux marques depuis 1949 jusqu'à 1999. Et on s'en est très bien porté. Nous n'avons pas les mêmes évolutions de compétitivité. Je termine aussi autre chose encore sur la langue française. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Soit on essaie de développer la francophonie, soit on dit, non, notre truc, c'est la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie. Lorsque le Maroc avait demandé son entrée dans l'Union européenne, le Maroc a été rejeté à coups de latte. Donc moi je dis, on peut pas... L'Union européenne, c'est pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, la Turquie. Je vous dis que le périmètre de l'Europe est un périmètre... Francophonie. Le périmètre de l'Europe est un périmètre artificiel qui nous est imposé, alors que les vraies raisons du rayonnement de la France, de la langue française, les amitiés, les coopérations économiques, migratoires, industrielles, culturelles, médicales, etc., doivent nous faire changer de périmètre de référence et beaucoup plus nous tourner vers la francophonie. Je veux dire une chose au point de vue médical. Juste une chose. Et après, je fais un tour de table après pour finir. La tristesse. Il y a 25 ans, les médecins étrangers venaient chez nous, dans nos CHU, parce qu'ils voulaient apprendre la médecine française. Ils retournaient après chez eux pour faire rayonner la médecine française. Et nous avons toujours encore, il faut en profiter, il faudrait même le creuser. Nous avions une réputation absolument extraordinaire, la meilleure médecine du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se met à genoux pour que les médecins étrangers viennent chez nous parce qu'on n'a plus de médecins. Parce qu'on leur dit, mais venez, mais restez chez nous. Et heureusement qu'ils viennent, parce que sinon, il n'y aurait plus d'hôpital. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de rayonnement. Vraie question. Il reste à peine une minute et je vais vous faire réagir tous les trois
Alexandre Delval, je vais citer Churchill qui disait « Nous verrons toujours vers le grand large ». Est-ce que pour vous, la France peut encore voir vers le grand large encore une destinée mondiale ? Bien sûr, là aussi De Gaulle a tout dit à ce niveau-là. La grandeur, c'est une question de volonté. Ce qui manque le plus dans notre classe politique aujourd'hui, c'est le volontarisme. Avec la volonté, on peut tout faire. Et pour vous, Bernard Debré, est-ce que la France a encore une vocation mondiale ? D'autant plus qu'on nous demande, d'autant plus qu'on est attendu. Et là, on est en train de faire des gens qui nous disent « Mais pourquoi vous venez pas ?» Et bien sûr que la grandeur, c'est une décision personnelle, politique. François Asselineau, la France a-t-elle encore une destinée mondiale pour conclure l'émission ? Bien sûr, je crois que je suis tout à fait d'accord avec M. Delval et avec M. Debré. La France, elle est demandée dans le monde. Elle doit être d'ailleurs un pôle civilisationnel qui doit faire contrepoids à l'influence anglo-saxonne. Il y a un verrou à faire sauter. C'est notre appartenance à l'Union européenne. Ouais. Les Britanniques, d'ailleurs, viennent de faire sauter ce verrou. Nous devons le faire. Vous savez ce que disait De Gaulle, hein ? Voilà, il faut être l'homme d'une grande querelle. Merci à tous d'avoir participé à ce Prenez la parole. On se retrouve demain pour parler de sport et nous évoquerons notamment le top 14, évidemment.